Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, on a un document assez exceptionnel sur la table. Ah oui, tout à fait. C'est la retranscription d'une rencontre Nobel Minds 2025 qui a réuni les tout derniers lauréats du prix Nobel. Au Palais Royal de Stockholm, rien de ça. Exactement. Et l'idée, ce n'est pas juste de lister leurs découvertes, mais d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Ce qui les anime vraiment. Voilà. Qu'est-ce qui fait tourner ces cerveaux exceptionnels? C'est exactement ça. Et ce qui est passionnant dans cette transcription, c'est qu'on voit des thèmes communs émerger, peu importe la discipline en fait. Mhm. On va parler de curiosité, bien sûr, mais aussi de persévérance, du rôle du hasard parfois. Oui. Et surtout, on va voir comment leur percée, elle dessine le monde de demain. Pour y voir clair, je propose qu'on commence par leur parcours. Le côté humain. Oui, ce qui les a construits, avant de plonger dans le vif du sujet. L'économie, la chimie, la médecine et la physique. Parfait. Commençons par là parce que certaines anecdotes sont incroyables. Je pense tout de suite à Omar Yaghi, le prix Nobel de chimie. Il vient d'une famille de réfugiés en Jordanie. Et sa vocation est née d'un acte de désobéissance, en fait. Ah oui? À 10 ans, il se faufile dans la bibliothèque de l'école, qui était fermée à clé. Et là, il tombe sur un livre avec des dessins de molécules. D'accord. Et il raconte avoir eu l'impression de découvrir une nouvelle langue, un code secret pour comprendre le monde. C'est une image magnifique. Et on a l'opposé complet avec Fred Ramstel, le lauréat en médecine. Du monde. C'est sa femme qui, en retrouvant un peu de signal, voit son téléphone exploser, 200 notifications. J'imagine la scène. Elle se met à crier et lui, il est persuadé que c'est une blague d'un collègue. Il a mis un temps fou à réaliser. C'est le message d'absence le plus spectaculaire de l'histoire. Et il y a aussi celle de Joël Moquet en économie, qui est délicieuse. Ah oui? Il raconte qu'il est devenu universitaire parce qu'un psychologue de l'armée, lors de tests, a écrit dans son dossier qu'il n'était, je cite, « apte ni à diriger ni à être dirigé ». Ce qui est probablement vrai pour beaucoup d'universitaires d'ailleurs. C'est ça. Il a pris ça comme une feuille de route. Ce qui est fascinant dans toutes ces histoires. Mhm. Qu'il s'agisse de la passion d'enfance de Susumu Kitagawa, qui voulait contrôler la météo pour ses randonnées, Oui. ou de l'habitude de John Martinez, dont les parents demandaient chaque soir « As-tu posé une bonne question aujourd'hui ?» C'est une super habitude, ça. C'est que le génie, ce n'est pas un éclair tombé du ciel. C'est un mélange de passion, d'obstination et de circonstances, parfois totalement improbables. Absolument. Et cette idée de moteur, de ce qui fait avancer les choses, ça nous amène directement au premier grand thème, l'économie avec Joël Mokyr et Philippe Aghion. Oui. Il commence par un rappel qui remet les idées en place. La croissance économique telle qu'on la connaît, c'est minuscule à l'échelle de l'histoire humaine. C'est une anomalie, en fait. Voilà, si l'histoire de l'humanité durait 12 heures, la croissance n'aurait commencé qu'à 11h55. Et le concept qu'ils ont popularisé pour expliquer ça, c'est la fameuse destruction créatrice. D'accord. L'idée de base, elle est simple. La croissance est un moteur alimenté par l'innovation. Les nouvelles technologies en chassent d'autres, plus anciennes. Le smartphone qui remplace le téléphone fixe, ce genre de choses. Exactement. La voiture qui remplace la calèche. Mais au cœur de ce mécanisme, il y a un paradoxe. Redoutable. C'est-à-dire ? Pour que les gens innovent, il faut qu'ils puissent espérer en tirer un profit, un avantage. La carotte. C'est la carotte. Mais le piège, c'est qu'une fois qu'un innovateur a réussi, qu'il domine son marché, sa nouvelle priorité, c'est d'empêcher la prochaine innovation. Ah, pour ne pas être détrôné. Voilà. Il utilise ses profits non plus pour innover, mais pour verrouiller le système. Et le grand défi, c'est de réussir à entretenir ce cycle sans qu'il se bloque. Donc, si je comprends bien, c'est un peu comme si l'inventeur du smartphone, une fois roi, faisait tout pour empêcher la création du téléporteur qui le rendrait obsolète. C'est exactement ça. Et on voit ce dilemme partout. Mais est-ce que ce modèle est encore valable aujourd'hui, avec des géants comme Google ou Amazon, qui semblent avoir réussi à bloquer la concurrence? C'est la question qui a immédiatement fusé de la part des autres lauréats. J'imagine. Ils ont pointé les limites du modèle, la concentration du pouvoir, mais aussi l'impact sur les inégalités, sur les ressources de la planète. Et c'est là qu'Aghion et Mokyr introduisent une nuance capitale. Laquelle? La nécessité d'une croissance inclusive. Aghion, citant l'exemple de la France, est très clair. Oui. Si une majorité de la population a le sentiment d'être exclue des bénéfices, la réaction est politique. C'est le populisme. Et comment on évite ça? En freinant l'innovation? Au contraire, pour Mokyr, la solution historique, c'est l'État-providence. Ah oui? Il le voit comme un gigantesque filet de sécurité pour les perdants de la destruction créatrice. Quand l'imprimerie est arrivée, les scribes ont perdu leur travail. D'accord, je vois. L'État-providence, c'est ce qui permet d'amortir le choc.
d'assurer une stabilité sociale et, au final, de rendre le progrès acceptable pour tout le monde. Sans ça, la société se révolterait. C'est une perspective intéressante. Et dans ce contexte, un étudiant a posé la question qui fâche. Pourquoi l'Europe semble stagner par rapport aux États-Unis ou à la Chine? L'analyse d'Aguillon est sans appel. Pour lui, l'Europe est un géant réglementaire, mais un nain budgétaire. C'est une formule. Oui. Il pointe deux faiblesses majeures. D'abord, on n'a pas de vrai marché unique de l'innovation. Une start-up doit naviguer entre 27 systèmes. Et ensuite, c'est crucial, il nous manque une culture du capital-risque. Cette idée de parier sur des idées un peu folles. Exactement. Cet écosystème qui, aux États-Unis, accepte l'échec comme une étape normale vers le succès, pas comme une honte. Et cette tension entre la croissance et ses limites, c'est justement le terrain de jeu des lauréats en chimie. Tout à fait. Eux, ils proposent des outils pour potentiellement repousser ces limites. On passe de la théorie économique à des solutions très concrètes. Et quelles solutions? Le travail de Susumu Kitagawa et Omar Yaghi sur l'architecture moléculaire, c'est vertigineux. Expliquez-nous ça. Imaginez que vous puissiez construire avec des molécules comme on construit avec des Legos. Ils ont mis au point des matériaux poreux, une sorte d'échafaudage à l'échelle nanométrique, plein d'espaces vides. Donc des sortes d'éponges moléculaires. Exactement, mais des éponges intelligentes. La vraie révolution, c'est qu'ils peuvent programmer la taille et la chimie de chaque pore. Ah, d'accord. On peut concevoir un pore qui a la forme parfaite pour attraper une molécule de CO2, mais qui laissera passer l'oxygène. Un peu comme une clé et sa serrure. Et les applications, elles font rêver. Ils parlent de capturer le CO2 de l'atmosphère, de produire de l'eau potable en captant l'humidité de l'air dans le désert. De stocker l'hydrogène, ou même de filtrer les fameux produits chimiques éternels. Oui, les PFS. Oui, ces polluants ultra résistants qu'on trouve partout, dans les poêles, les emballages. Ces matériaux pourraient les piéger dans l'eau. Mais le moment le plus fort de la discussion, Oui. c'est quand Omar Yaghi déclare, très calmement, « Le défi scientifique de nettoyer l'air de l'excès de CO2 est résolu. » Attends, c'est énorme ce qu'il dit là. Hein. C'est une affirmation folle. Si la science est prête, qu'est-ce qu'on attend? C'est la question à 1000 milliards, et sa réponse est tout aussi directe. Ce qui manque, ce n'est plus la science. C'est l'argent, la politique. C'est la volonté politique et les investissements pour déployer ces technologies à grande échelle. Le goulot d'étranglement n'est plus dans le labo, il est dans la société. Ça change tout. Ça pose une question fondamentale sur le rôle du scientifique. Doit-il juste trouver la solution ou se battre pour qu'elle soit appliquée? D'ailleurs, il voit l'IA comme un outil qui pourrait démultiplier la vitesse de découverte de ces matériaux. C'est fou de penser qu'on peut réarchitecturer le monde atome par atome. Et ce qui est peut-être encore plus fou, c'est qu'on commence à peine à comprendre comment faire la même chose à l'intérieur de notre propre corps. Et ça, c'est toute l'histoire du prix de médecine. Absolument. On passe de l'environnement planétaire à notre écologie intérieure. Le prix récompense Marie Brunkow et Fred Ramsdell pour la découverte des gardes de sécurité de notre corps. Les lymphocytes T-régulateurs. C'est ça. Pendant des décennies, on a étudié comment le système immunitaire attaque les envahisseurs. Eux, ils ont découvert les cellules dont le travail est de calmer le jeu. Notre système immunitaire, de devenir fou et de s'attaquer à nous-mêmes. Ce qui est la définition même d'une maladie auto-immune, non? Précisément. La sclérose en plaques, le diabète de type 1, la maladie de Crohn, c'est dû à un défaut de ces cellules régulatrices. Notre armée intérieure se trompe de cible. D'accord. Leur découverte ouvre une voie royale. Ah oui. Imaginez qu'on puisse, sur commande, soit baisser l'activité de ces cellules pour que le système immunitaire attaque un cancer, soit l'augmenter pour stopper une maladie auto-immune. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'hésite plus à utiliser le mot guérison. C'est un mot qu'on entend rarement dans ce contexte. Ça donne le vertige. Ça donne le vertige, et l'économiste Joel Mokyr a une réaction géniale à ce moment-là. Ah oui. Il dit, voilà l'exemple parfait de l'interaction entre la science et la technologie. Il explique que l'idée de ces cellules, elle existait de manière théorique il y a 25 ans. Mais on ne pouvait rien en faire. On n'avait aucun outil pour les identifier, les isoler, les manipuler. Ce sont les progrès technologiques de ces dernières années qui ont permis de transformer une intuition en une piste thérapeutique réelle. C'est un cercle vertueux. La technologie qui permet à la science de faire un bond, qui elle-même va inspirer de nouvelles technologies. Exactement. C'est une bonne transition vers la physique, où l'on est vraiment à la frontière entre la compréhension fondamentale et la construction de la machine la plus complexe jamais imaginée. On arrive dans le monde vraiment étrange du quantique. Le prix de physique avec des gens comme John Martinez et Michel Devoret. Oui. Qu'on pense une avancée qui peut sembler abstraite, mais qui est cruciale.
Ils ont réussi à observer et à contrôler un phénomène purement quantique, l'effet tunnel. Pas sur une particule, c'est ça? Non, et c'est ça la révolution. À une échelle macroscopique, dans un circuit électrique visible à l'œil nu. L'effet tunnel, c'est bien cette idée bizarre qu'une particule peut traverser un mur comme un fantôme? C'est exactement ça. Une balle de tennis ne traverse pas un mur. Dans le monde quantique, une particule, elle, peut le faire. D'accord. Ce qu'ils ont montré, c'est que ce comportement fantôme peut être orchestré dans un circuit. C'est un pas de géant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le monde quantique, qu'on imaginait confiné à l'infiniment petit, peut en quelque sorte contaminer notre monde visible. Et ça, c'est la clé pour que l'ordinateur quantique devienne une réalité. Donc, si je résume, la frontière entre le monde étrange des particules et notre monde à nous, elle est en train de s'effriter. Et c'est la porte d'entrée vers l'ordinateur quantique. C'est une des portes d'entrée fondamentales. Et ça a immédiatement lancé un débat passionnant dans la salle. Sur quoi? Si la réalité elle-même est si contre-intuitive, comment est-ce qu'on l'enseigne? Comment on explique l'effet tunnel à des étudiants qui ont appris toute leur vie qu'on ne traverse pas les murs? C'est une excellente question. On fait comment alors? Michel Dévoret a une proposition assez radicale. Elle dit qu'il faut arrêter d'enseigner la physique quantique avec les vieilles expériences historiques, qui sont très abstraites. D'accord. Elle suggère d'utiliser les expériences d'aujourd'hui, comme la leur, qui sont beaucoup plus visuelles, pour la rendre plus intuitive. Et le débat s'est élargi à l'enseignement des sciences en général, le besoin criant de modèles féminins pour inspirer les jeunes filles, et l'urgence de passer d'un enseignement basé sur la mémorisation à une pédagogie qui encourage la pensée hors des sentiers battus, quoi. Finalement, en écoutant tous ces esprits brillants, on voit émerger quelques grandes idées. D'abord, une curiosité insatiable, souvent née dans l'enfance. Toujours. Ensuite, ce va-et-vient permanent entre la science fondamentale et les outils technologiques qui se nourrissent l'un l'autre. Oui, ce cercle vertueux. Et enfin, le fait que chaque grande découverte n'est pas une fin. Elle ouvre des questions sociales, politiques, éthiques immenses. On a l'impression que ce prix, pour eux, c'est un tremplin. C'est ce qui est le plus frappant. Ils ne sont absolument pas blasés. On sent une énergie prospective incroyable. Oui. Mokir et Agion, les économistes, ont décidé sur place d'écrire un livre ensemble pour lutter contre le techno-pessimisme. C'est super. D'autres racontent que leurs meilleures idées viennent en randonnée, sous la douche ou même en faisant la vaisselle. C'est la preuve que la découverte est un processus vivant, continu. Pas une destination. Pour finir, il y a une idée un peu provocatrice de Joël Mokyr qui m'a interpellée. Il observe que, historiquement, les grandes ruptures technologiques sont le fait d'un très très petit nombre d'individus. Et il en tire une conclusion un peu à contre-courant. Laquelle ? Peut-être que nos systèmes éducatifs devraient se concentrer sur la détection précoce de ces profils hors normes pour leur donner une formation accélérée sur mesure. C'est une idée qui bouscule, c'est vrai, parce qu'elle met en tension deux visions de l'éducation. C'est ça. D'un côté, cette approche élitiste qui vise à créer une avant-garde d'innovateurs, et de l'autre, l'idéal d'une culture scientifique partagée par tous, d'élever le niveau général pour avoir une société plus éclairée. Et donc, plus à même de faire les bons choix. Voilà. La question qui reste en suspens, elle est là. Face aux défis qui nous attendent, faut-il tout miser sur la formation de quelques génies ou sur l'intelligence collective d'une société mieux formée à la science ? En les écoutant, on se dit que la réponse se trouve sans doute dans un équilibre très subtil entre les deux.